Bon après-midi, merci d'être avec nous, vous qui êtes ici dans cette salle et vous qui nous suivez également par la captation vidéo. C'est la première édition du Forum de l'alimentation durable du groupe UP. Nous sommes le lundi 16 octobre et ça tombe bien puisque c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'alimentation durable et puis c'est également l'ouverture de la semaine du goût. Donc ce Forum de l'alimentation durable du groupe UP avait toute sa légitimité. Une nouvelle table ronde que nous entamons sur une thématique qui est la suivante, une alimentation saine et durable est-elle possible pour tous ? Mais avant de parler de l'alimentation saine et durable, il est aussi important d'évoquer la précarité alimentaire que l'on évoque chaque jour dans les médias. Cette précarité alimentaire que l'on appelle aussi l'insécurité alimentaire et qui finalement correspond au niveau le plus bas, le plus fragile de la sécurité alimentaire. Pour reprendre la définition exacte, elle s'exprime à travers un accès restreint, inadéquat ou incertain à des produits sains et nutritifs et dont la faim est la conséquence ultime mais non systématique. C'était important de redonner cette définition parce que ça va bien sûr alimenter la discussion que nous allons avoir avec nos invités. Pour compléter et en préambule, je vous rappelle qu'une étude qui a été publiée en mai dernier par le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, révèle que la précarité alimentaire est en forte hausse en 2022 et elle s'ajoute bien sûr à d'autres fragilités. Une année 2022, vous le savez, qui a été marquée par une forte inflation qui a pu atteindre jusqu'à 14% pour les produits alimentaires en janvier dernier. Et dans ce contexte, de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d'aide alimentaire distribuant des colis ou des repas chauds. Et comme on le disait, cette insécurité alimentaire vient s'ajouter à d'autres difficultés pour les publics les plus fragiles. Pour revenir donc sur la thématique de cette table ronde, une alimentation saine et durable est-elle possible pour tous? 4 invités sont à mes côtés. Yassir Fishtali, merci de votre présence. Vous êtes directeur général du marché secteur public et programmes sociaux pour le groupe UP. Merci à vous, François Soulage, de votre présence cet après-midi. Vous êtes le représentant et président du collectif des épiceries sociales et solidaire d'Île-de-France. Mohamed Niabali, vous êtes en voisin puisque vous êtes le maire de l'île Saint-Denis, mais là vous êtes avec nous cet après-midi en tant que directeur général de Novedia et nous évoquerons également l'un de vos projets que vous avez concrétisé, à savoir la ferme des possibles. Et puis présente également sur cette table ronde Sophie Avette. Vous êtes directrice de l'agence Open Communities Consulting. Vous êtes consultante en transition écologique et alimentaire. On va démarrer ensemble, Yassir, puisque c'est le groupe UP qui est à l'initiative de cette journée. Peut-être d'abord une présentation. Rappelez-nous brièvement ce qu'est UP COP. On a parlé ce matin avec vos collègues de UP, mais UP COP, c'est quoi? Alors, bonjour, merci beaucoup. Alors très rapidement, ce que nous sommes et ce que nous faisons. Alors, UPCOP, c'est une SCOP, Société Coopérative Participative à Mission. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que se cachent derrière UPCOP à la fois des statuts vertueux qui font la part belle au partage de la décision, au partage du pouvoir en son sein, mais ça cache également, et c'est tout l'intérêt du statut d'entreprise à mission, un objet social qui a été mis au service d'une ambition très forte que nous portons à travers ce que nous faisons au quotidien, à savoir des solutions de paiement qui ont vocation à avoir une utilité sociale et locale. On fait ça depuis près de 60 ans, c'est notre anniversaire l'année prochaine. Ce modèle et cette activité a essaimé ces dernières années dans une trentaine de pays. Vous avez voulu cette table ronde avec différents partenaires. Pourquoi ce choix de cette table ronde sur l'alimentation durable? Écoutez, ce qu'il faut comprendre, c'est que UP, je viens de l'évoquer, c'est 60 ans d'histoire un peu accumulée, et la problématique de l'alimentation durable vient faire converger tout un tas d'expertises. Évidemment, la question de la restauration des salariés qui a été aux sources de la création de notre entreprise avec les partenaires sociaux. Les solutions de paiement, les expérimentations, on en a des dignes représentants ici, j'y reviendrai peut-être, à travers la mise en place de nouvelles solutions comme à l'époque le chèque emploi-service universel
en format papier. Tout ça s'accélérant avec le digital et avec la capacité de pouvoir délivrer de nouveaux services qui répondent aux enjeux du moment. Et puis, troisième et dernier aspect, la question de la RSE et du mécénat, puisque là aussi, ces dernières années, on a pu accumuler dans la co-construction et l'observation de ce que pouvaient faire nos partenaires tout un tas d'initiatives qui aujourd'hui nous inspirent. Donc Up aujourd'hui, c'est un projet qui justement nous permet de catalyser un peu tous ces aspects-là, et c'est avec beaucoup de fierté que je retrouve les différents participants ici, parce que de près ou de loin, à différents moments de notre histoire, que ce soit François avec le CESU, Mohamed à travers notre politique de RSE et de mécénat, ou Sophie plus récemment sur les questions d'alimentation durable, je sais qu'on a pu et qu'on peut compter sur l'expertise. Dans un instant, je vais passer la parole à François Soulages pour le collectif des épiceries sociales et solidaires qui est soutenu donc par la fondation Up. Concrètement, en 2 mots, la fondation Up, comment fonctionne-t-elle? Quel est son état d'esprit? L'état d'esprit de la Fondation, c'est celui qui prévaut depuis un moment, c'est de faire grandir des projets et si possible des success stories dans la construction avec nous. Mohamed a fait partie des bénéficiaires avant ses hautes fonctions aujourd'hui de maire de l'île Saint-Denis, mais il est tout à fait symptomatique de ce qu'on a essayé de faire, apprendre d'eux, les aider, faire grandir les projets. Et voilà, et sur la thématique qui nous rassemble, on a effectivement un certain nombre d'initiatives qui aujourd'hui nous inspirent. Je reviens vers vous dans un instant. François Soulages, je le disais, vous êtes le président du collectif des épiceries sociales et solidaires d'Île-de-France. Une question qui peut sembler assez basique, mais finalement qui est importante. C'est quoi une épicerie sociale et solidaire ? Bonjour à tous. Une épicerie sociale et solidaire, c'est d'abord une épicerie, et c'est important que ce soit une épicerie et pas simplement un comptoir de distribution, dans laquelle des personnes qui sont en grande précarité, à un moment donné de leur existence, c'est-à-dire qu'elles ont tout d'un coup une difficulté spécifique à laquelle elles ne peuvent pas faire face avec leurs revenus habituels. Et donc c'est des gens qu'on accueille pendant une période déterminée pendant laquelle ils vont faire des économies, puisqu'en gros, dans les épiceries, ils payent entre 10 et 15% du prix courant, mais la quasi-totalité des marchandises qu'elles pourraient trouver ailleurs. Donc elles peuvent faire des économies extrêmement importantes. Et pendant cette période où elles font des économies, elles arrivent à financer leur déménagement, leur retard de loyer, le changement d'une laiterie. Et alors le collectif actuellement regroupe une trentaine, et quand je dis 30, c'est peut-être maintenant 32, parce que pratiquement toutes les semaines, il y a des épiceries qui nous rejoignent. Et au sein de ce collectif, on essaye de mettre en commun nos expériences, nos difficultés, et puis toutes les pratiques nouvelles, notamment d'accompagnement des personnes, et comment on fait face, et comment des bénévoles peuvent aujourd'hui accueillir dans une épicerie des gens qui sont par ailleurs en grande précarité. Et Dieu sait que ce n'est pas simple pour éviter la stigmatisation. Et donc, la grande différence, encore une fois, c'est que nous faisons de l'aide alimentaire et pas de la distribution alimentaire. Et nous sommes là pour respecter la dignité de choix des personnes. Alors c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il nous faut une palette de produits pour que les gens puissent trouver tout ce dont ils ont besoin, mais c'est la clé du respect de la dignité. Vous avez quelques chiffres actuellement à nous donner sur la situation en Île-de-France, et puis peut-être aussi des messages à faire passer par rapport au fait que j'exposais tout à l'heure sur les chiffres de ce début d'année. Alors, le réseau des épiceries, vous avez compris que ce n'est pas les grosses foules, ce n'est pas les Restos du Cœur. Mais dans notre collectif, avec les 30 ou 35 épiceries que nous avons, on touche actuellement probablement 2500 familles. Moi, je pilote une épicerie à Nanterre. Dans l'année, on accueille 220 familles, c'est-à-dire 750 personnes. Ça commence à faire du monde. Et donc, 2500 familles, ça vous amène à 7800, 7000, 8000 familles. Et c'est des familles qui, à un moment donné, ont eu des difficultés particulières. Mais rassurez-vous, ils s'en créent. Et d'ailleurs, Mohamed est en train d'en créer une à l'île Saint-Denis, qu'on a reçue d'ailleurs dans le collectif. Et ils s'en créent beaucoup parce que cette question de l'accès à la dignité... Vous savez, on dit alimentation durable, mais le durable et dignité, c'est des choses qui sont liées. Et moi, je suis très prudent quand on me dit accès de tous à une alimentation durable. Oui, mais d'accord, mais dans quelles conditions ? Il faut faire très très attention à ça. Ce n'est pas parce que les Restos du Cœur auront tout d'un coup des légumes frais que tout d'un coup le système lui-même de distribution
il restera ce qu'il est. Et moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on pousse beaucoup, y compris d'ailleurs, c'est la discussion qu'on a avec les restos, vers quelque chose qui est beaucoup plus ouvert au choix. Parce que sinon, c'est stigmatisant. Et vous devez prendre le problème dans tous les sens. Cette question est fondamentale. Et sinon, mais Madame Havette en parlera certainement, c'est une des raisons pour lesquelles des gens ne viennent pas dans un certain nombre de structures de distribution alimentaire. François Soulage, une autre question concernant les épiceries sociales et solidaires. Fonctionnent-elles toutes sur un cahier des charges identique ou ont-elles une certaine autonomie? Y a-t-il un échange de bonnes pratiques entre les épiceries? Le collectif, il est d'abord pour qu'il y ait un échange de bonnes pratiques parce que chacun invente un petit peu dans son coin. Il y a une charte nationale, mais qui est assez large, heureusement d'ailleurs, parce qu'elle permet de laisser une grande place à l'inventivité. Ceci étant, aujourd'hui, par exemple, sur les problèmes de financement, on a la semaine prochaine une réunion de notre collectif qui va porter sur les questions de financement, parce qu'il y a des appels d'offres un peu dans tous les sens. On ne sait pas très bien d'ailleurs d'où ils sortent. C'est quelquefois la DRIL, d'autres fois c'est la DIAL, d'autres fois c'est la DRIED, d'autres fois c'est la région. Enfin, c'est un peu le foutoir. Et donc notre collectif, il est là pour essayer de concentrer. Mais écoutez, vendredi, j'ai rencontré la préfète à l'égalité des chances dans mon département. Elle était incapable de me dire quels étaient les appels à projets qui étaient lancés par l'administration sur ces questions alimentaires. C'est quand même, elle était préfète à l'égalité des chances. Alors nous, on essaie de trouver les moyens de concentrer tout ça et de donner l'information aux épiceries. J'ai l'impression qu'on s'en sort pas trop mal. Mais c'est pas gagné, parce qu'à chaque fois, il faut réinventer. C'est pour ça que j'en parlais avec les gens d'avis qui sont présents aujourd'hui. Ben voilà, on cherche tous les relais possibles qui vont nous donner des informations. Mais c'est un travail incroyable. À vos côtés, François Soulage, Mohamed Diabali, merci de votre présence. Vous avez vous aussi été soutenu par le groupe UP et vous êtes cofondateur de Novedia. C'est quoi Novedia? Alors, pour présenter Novedia, je pense que je vais utiliser ton terme, François, dignité. Voilà. Et donc, du coup, Novedia, c'est avant tout une première asso qui a été créée en 2011 qui s'appelait Capital Banlieue, avec ou sans eux, qui voulait dire tout simplement notre territoire est une capitale, elle a du capital, c'est les gens. Et on travaillait sur la notion d'égalité des chances des territoires, d'égalité des chances à la réussite scolaire et d'égalité des chances à l'emploi et à l'insertion. Et de là, on a créé un projet qu'on a appelé Novaedia, qui est un jeu de mots latino-grec qui veut dire Novaedia, nouvelle direction, qui est de dire comment créer une approche circulaire où les ressources des uns répondent aux besoins des autres. Et donc, du coup, aujourd'hui, Novaedia est une société coopérative d'intérêt collectif d'une 60aine de personnes où nous avons comme associés, nous avons 5 collèges. Nous avons le collège des fondateurs qui sont des associations, collège des salariés dans une SIC obligatoire, collège des collectivités où on est implanté à Stein, donc on a la ville de Stein, on a l'EPT Pleine Commune et le département qui est associé administrateur de la SIC. On a aussi des entreprises privées et des habitants. Et tous ces 5 collèges portent un projet de boucle alimentaire de la graine à l'assiette, générateur d'emploi et d'insertion pour des personnes éloignées de l'emploi. Donc on a un atelier chantier d'insertion, travaille avec des ESAT, on est aussi entreprise d'insertion. Et pour résumer un peu la SIC Novaedia, j'aime bien l'imager par une grosse auberge espagnole où on a fait exploser les silos pour essayer de faire en sorte que les gens soient les uns à côté des autres et se sentent exister. Et donc ça revoit cette notion de dignité que tu as présentée, François. Tout à l'heure, Mohamed, en vous présentant, j'ai parlé de Novedia et puis j'ai dit qu'il y avait aussi ce projet, la ferme des possibles. C'est l'un des aboutissements du brainstorming de Novedia. C'est quoi la ferme des possibles? Alors, c'est encore un beau mot qui veut tout dire et qui revendique un peu ce qu'on est. En fait, tous nos mots, que ce soit Capital Banlieue, Novedia, la ferme des possibles, pour nous, c'est des cris de guerre. C'est comme ça qu'on les a imaginés. Et la ferme des possibles renvoie à un sujet qui était tout est possible. Parce qu'à l'époque, à 25 ans, on nous disait c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. On s'est dit oui, tout est possible. Et donc, la ferme des possibles, c'est la volonté de créer des exploitations agricoles dans nos quartiers, biologiques, d'agroforesterie, donc des choses assez techniques et pointues, avec des modèles économiques qui marchent et qui créent de l'emploi. Aujourd'hui, la ferme des possibles, c'est 4 hectares à Stein, donc à quelques mètres d'ici, d'exploitation agricole biologique, où on est à la fois sur du maraîchage, des fruitiers, du miel, des poules, on a des petits chevaux, donc voilà, et le tout en Seine-Saint-Denis.
Et ça permet de créer une chaîne alimentaire où on est aussi transformateur, restaurateur, traiteur et distributeur. Et en fait, la ferme des possibles, pour essayer de le schématiser, c'est un cercle où il y a des choses qui rentrent et ça ne sort jamais. Ça crée de la valeur à l'intérieur et ça fait du développement territorial. Donc la ferme des possibles, c'est une ferme physique qui porte un projet de territoire systémique et qui essaye d'inclure les gens. Et je dirais que ma fierté de la ferme des possibles, il y a 3 choses que je disais beaucoup il y a 10 ans et qui aujourd'hui on a réussi à les digérer avec le temps. C'est travailler avec les mêmes codes et le même langage. Administration publique, association, entreprise privée, accrochez-vous en termes de code et de mots. Ensuite, trouver le tempo, avoir un tempo commun. Parce que service public, d'autant plus que maintenant je peux en parler. Vous savez ce que c'est. Voilà, je peux en parler sans gêne. On n'a pas totalement le même tempo que l'entreprise privée et que le milieu associatif. Et donc voilà, on a réussi à travers ce type de projet à aligner nos propos et à construire un tempo commun. Et aujourd'hui, la dernière brique que je trouve juste formidable, on construit des projets ensemble où on a l'intérêt général qui est sorti des équipements publics et qui est sur la place publique, et on arrive à construire avec les collectivités territoriales et les entreprises privées dans une posture d'égal à égal, chose qui, il y a 10 ans, n'était même pas pensable pour nous. On a rappelé tout à l'heure que les épiceries sociales et solidaires étaient soutenues par la Fondation UP. Vous avez aussi un lien avec la Fondation UP pour Novedia ? C'est un très bel exemple, la question de la dignité, la question de l'image de soi. La Fondation UP a soutenu le projet Novedia porté par l'association Capital Banlieue. Et je peux vous dire, on était un peu des enfants terribles à l'époque. C'est comme ça qu'on nous appelait sur le territoire. Et ce qu'on a vu de la Fondation UP, c'est qu'elle a compris ce qu'on essayait de faire. Et elle s'est laissée séduire. Et Yassir, je l'ai rencontré il y a 10 ans à cette époque-là, avec d'autres collègues à lui qui sont encore chez UP. Et en fait, ce qu'on a réussi à poser sur la table, c'est qu'on a cette idée folle de construire une ferme et de porter un projet qui va créer de l'emploi. Et il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Pour nous, l'agriculture urbaine ne va pas nourrir nos villes. L'agriculture urbaine est une porte d'entrée qui permet de sensibiliser les gens à l'alimentation durable et ensuite de travailler sur la question d'accessibilité. Et pour moi, l'accessibilité, il y a 2 axes. Il y a le prix, mais il y a avant tout le lieu, c'est-à-dire la proximité. Il faut être au plus proche de nos populations pour pouvoir leur permettre d'élargir leurs horizons sur l'alimentation durable. À vous entendre, on parle de travail en commun. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Sophie Aved, vous êtes aussi avec nous cet après-midi pour cette table ronde. Je rappelle que vous êtes directrice de l'agence Open Communities Consulting et consultante donc en transition écologique et alimentaire. Au cours de ce rendez-vous, nous parlons de transformation écologique, notamment vis-à-vis des évolutions alimentaires. Quels sont les conseils, les accompagnements que vous formulez auprès des collectivités, des associations, des structures que vous accompagnez ? Merci beaucoup. Oui, donc Open Communities, on est une agence de conseil et de design qui aide les organisations, donc effectivement acteurs privés, associatifs, institutions nationales aussi, dans leur transformation et notamment dans tout ce qui va être transition écologique et sociale. Pour ça, on intervient à plusieurs endroits et je vais rejoindre un peu ce qui a pu être décrit. On intervient au niveau territorial quand il y a un nouveau projet qui doit se construire pour aligner les acteurs dans leur diversité, parce que je rejoins entièrement, on n'a pas les mêmes tempos, pas les mêmes rationalités, selon qu'on est financeur, selon qu'on est une association ou un usager. Donc on va pouvoir intervenir, créer un cadre de travail, les aider à piloter quand il y a de l'incertitude et que ça stresse un peu tout le monde. Et à partir de là, travailler à l'émergence d'une nouvelle filière, à l'émergence de nouveaux dispositifs, de nouvelles politiques publiques. On va aussi intervenir à l'échelle plus fine des organisations et des écosystèmes pour qu'ils gagnent en impact. Et là, je rejoins ce que disait Monsieur Soulage. On est à un stade où il y a énormément de structures qui sont en train de se lancer et qui cherchent à proposer, avec plein de bonnes intentions, des dispositifs favorisant l'alimentation, l'accès à une alimentation saine, durable de tous, et indépendamment des difficultés sociales. Et le constat qu'on fait malheureusement assez souvent, c'est que ces dispositifs ne rencontrent pas toujours les usagers. Donc on a des cas où il y a des choses superbes, des beaux dispositifs qui sont mis en place, des paniers bio locaux qui sont mis en place, des épiceries qui s'ouvrent et qui veulent proposer le bio au cœur des quartiers les moins favorisés, et ça ne marche pas. On se rend compte que ça bloque. Mais alors pourquoi ça bloque justement ?
Alors, je pense très sincèrement qu'en fait, on touche à quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel et de l'intime quand on parle d'alimentation. On ne peut pas être que dans un choix rationnel. Ça n'est pas le cas. On entend les injonctions, on sait que ça marche, ça ne suffit pas. On connaît tous les injonctions des programmes nationaux. C'est pas pour ça que c'est ça qui va nous faire changer. L'alimentation, c'est du plaisir, c'est de la convivialité, c'est des souvenirs, c'est des moments partagés, c'est du temps, en fait, si on veut cuisiner. Et si on veut avoir un impact, il va falloir aller déjouer certaines représentations de ça, c'est pas pour moi, ou ça, c'est pas accessible pour moi, et aller davantage vers des nouvelles expériences et des choses qui soient vraiment empouvoirantes pour les populations. Donc, il n'y a pas de magie à ça quand on intervient, mais c'est là que c'est intéressant de s'appuyer sur les sciences humaines et sociales, d'aller passer par la pratique, de regarder comment on peut expérimenter, et le design apporte beaucoup de choses là-dessus. Le but, c'est de voir par quel angle on va réussir à craquer le sujet et à faire découvrir des nouvelles choses à des populations très différentes, en fait. Yassir Fishtali, par rapport à tout ce que nous venons d'entendre, revenons sur UpCop. Justement, qu'avez-vous développé vis-à-vis des populations les plus fragiles pour qu'elles puissent avoir accès ou qu'elles aillent plus facilement vers cette alimentation durable ? Effectivement, on est aujourd'hui à la veille du démarrage de 2 expérimentations dédiées à l'alimentation durable. On ne part pas de rien. L'histoire, c'est que depuis 10 ans, UpCop s'intéresse à la modernisation de l'action sociale, à travers notamment une de nos solutions qui s'appelle la carte Cohésia, et qui aujourd'hui accompagne quasiment 200 000 bénéficiaires, qu'ils soient demandeurs d'asile, qu'ils soient déplacés ukrainiens dans le cadre de la protection temporaire qui leur est attribuée par l'Union européenne. Et que cette expérience-là a été vraiment déterminante pour commencer à imaginer la suite. On y a rajouté l'expertise, et je les en remercie, d'un certain nombre d'ONG, et au premier chef Action contre la faim et la Fondation Armée du Salut, qui ont expérimenté avec nous ces dernières années à travers un projet qui s'appelle Passerelle à Montreuil, des solutions de transfert monétaire, donc qui visait à aider les gens en argent, mais de l'assortir de 2 choses qui étaient vraiment déterminantes et qui nous ont beaucoup appris. Le premier élément, c'est bien évidemment l'accompagnement social des bénéficiaires. Et c'était tout l'intérêt de ce dispositif de mixer une aide économique, un accompagnement social. Et troisième élément, la question, une forme d'éducation populaire, culturelle, qui visait justement à répondre aux enjeux qu'évoquait François Soulages, d'autonomisation, de non-stigmatisation des personnes bénéficiaires, de lutte contre l'autocensure, pour faciliter le fait qu'ils aillent là où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et en fait, ces deux expériences nous ont amené à imaginer, avec un certain nombre de collectivités locales, le département de la Seine-Saint-Denis, mais également le conseil départemental du Gers, un dispositif qui vise à concilier et le pouvoir d'achat, parce qu'on n'a pas à stigmatiser des pratiques de consommation de personnes qui sont en grande difficulté, et en même temps de stimulation de comportements les amenant vers de l'alimentation durable à travers à la fois une bonification économique qui permet non pas de payer le surcoût de l'alimentation durable comme on en entend parfois parler, mais le juste prix de cette alimentation durable, mais tout ça est emporté dans un dispositif global, encore une fois, d'accompagnement et d'éducation et d'ouverture aussi. Voilà, donc ces 2 expérimentations, elles démarrent dans le cadre d'un projet financé par l'État, auquel on a pas mal contribué, dont on a pas mal contribué à l'émergence, parce que pour nous c'est un vrai sujet. Macron l'a promis en 2019. Aujourd'hui, le chèque alimentation durable, j'allais dire institutionnel, n'existe pas. Et donc pour nous, c'est un magnifique terrain de jeu pour justement faire la démonstration que parler c'est bien, agir c'est mieux. Et je crois que c'était aux sources de ce qu'évoquait François à l'époque du chèque emploi-service universel, l'économie sociale, et dont on se veut un digne représentant. Elle a aussi vocation à être l'aiguillon des politiques publiques. Et c'est dans cette lignée qu'on se situe. François Soulages, vous l'avez expliqué, par vos actions, vous permettez à des populations fragilisées d'accéder à des produits à moindre coût. Mais comment faire pour qu'il s'agisse aussi de produits de qualité, que ce soit une alimentation de qualité? Quels sont les leviers dont vous disposez? C'est la question du moment. Jusqu'à présent,
il faut savoir que notre système, d'ailleurs, je pense que les banques alimentaires qui sont présentes pourraient dire la même chose que nous, reposait sur l'anti-gaspi. C'est-à-dire qu'on disait il faut éviter les gaspillages, donc eh bien, il faut que vous ayez les ramasses de tout ce que les magasins ne vendent pas. Derrière, ça voulait dire quand même que les pauvres sont un peu les poubelles, ce qui est quand même difficilement acceptable. Mais au moins, on avait de la ressource. Or, depuis quelque temps, et notamment avec les lois anti-gaspi et anti-inflation, ce que les grandes surfaces nous apportent ne cesse de se casser la figure. Et hier, je suis allé au dépôt des banques alimentaires de Gennevilliers. Ici, nous n'avons pas trouvé ce que nous trouvions habituellement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème. Alors moi, je veux bien qu'on nous dise alimentation durable, etc. Moi, ce que je voudrais, c'est commencer par avoir les fruits et légumes nécessaires pour alimenter les gens qui sont dans nos épiceries. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est de la très bonne qualité, mais au moins qu'on ait au moins la quantité. Donc, il ne faudrait pas non plus se tromper de combat. Si on assure une régularité d'approvisionnement, alors on aura nécessairement des produits plus durables. Mais aujourd'hui, c'est de la bricole. Et les financements, y compris le programme gouvernemental Mieux manger pour tous, royalement doté au niveau national de 40 millions, au niveau régional de 20 millions, c'est-à-dire que nous, notre épicerie qui accueille aujourd'hui 120 familles, on va toucher royalement 4 500 €. On se fout de la gueule du monde. Je suis très en colère. Parce qu'on a un discours sur l'alimentation durable, le respect de la citoyenneté, tout ce que vous voulez. Et derrière, demandez aux amis de Studelp comment aujourd'hui ils arrivent à trouver des solutions pour les étudiants. Je peux vous dire que ce n'est pas garanti. Alors, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, alimentation durable. Alors, vous avez raison. Merci. Merci de nous donner la parole et de pouvoir continuer à travailler. Et si votre expérimentation du chèque alimentation durable réussit, ce sera formidable parce qu'on aura enfin quelque chose de constructif à présenter. Mais c'est une bataille politique très compliquée. C'est-à-dire ce qui explique aussi qu'on a monté un collectif parce qu'on pense qu'il nous faut... Alors on appartient à toute une série de collectifs régionaux en France pour essayer d'avoir une parole de gens qui disent l'alimentation durable, elle va en même temps que la question de la dignité. Elle va, comme vous l'avez tout très bien dit tout à l'heure, Sophie, faire en sorte que les gens ne se sentent pas stigmatisés. Vous avez utilisé le terme, hein, on touche à l'intime. Et comment on fait? Parce que si on ne représente que des produits qui sont des produits bas de gamme, qui ne sont pas de très bons produits, toucher à l'intime des gens en leur donnant des produits qui ne sont pas terribles, je pense qu'il y a une petite ambiguïté. Et donc on est vraiment très très soucieux de l'évolution générale de l'aide alimentaire. Je sais que là-dessus, on se retrouve très bien avec les banques alimentaires, un peu moins avec les Restos du Cœur, parce que les faire participer à des collectifs, c'est quand même pas évident. Mais on y arrive. Mais par exemple, on travaille très bien avec les gens de Landes, qui sont assez connus. La Croix-Rouge commence aussi à se bouger. Là, elle est en train de lancer un très grand programme. Hélas, un peu dans son coin. Il faut dire que dans le monde associatif, travailler en collectif, c'est quand même pas facile, même si on essaie de le faire. Mais franchement, le fait de disposer en quantité suffisante de produits nous permettra de garantir une alimentation et des produits durables. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. François, vous évoquez les associations avec lesquelles vous êtes amené à travailler. Peut-être un mot sur l'association Revivre, qui est l'un de vos partenaires? Oui, alors Revivre, c'est très intéressant parce que l'association Revivre, elle essaye de passer des deals et des deals en continu avec un certain nombre de producteurs, alors à la fois de produits et légumes, mais aussi de produits manufacturés, de manière à nous assurer une continuité de la qualité des produits qu'ils nous proposent, parce qu'eux, ils passent des contrats à très long terme. Et donc cette association Revivre, on travaille évidemment très très bien avec elle, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, elle nous a permis aussi de basculer sur une opération qui s'appelle Prévalim, qui est une formation pour les bénévoles, comment on utilise mieux les produits Revivre, qui sont des produits de qualité. Je salue ici le travail de Revivre, des produits de qualité, et donc il faut aussi former les bénévoles, parce qu'il ne faut pas se cacher. Un certain nombre de bénévoles, ils disent, écoutez, hein, on leur donne déjà à manger, ça va bien comme ça. Je suis un peu brutal dans mes propos, mais c'est ce que j'entends. Hein. Et donc, avec Revivre et avec Prévalim, on arrive à former les gens, y compris au discours qu'il faut qu'ils tiennent. Moi, dans mon épicerie, j'ai encore des personnes qui disent, écoute, je donne 2 heures par semaine pour les gens, ça suffit bien comme ça, maintenant, il faut qu'ils prennent ce qu'il y a.
La dignité et l'intime, hein, c'est un peu compliqué. Voilà. Non, je crois qu'il y a... Enfin, franchement, merci infiniment à la Fondation Up parce que vous allez nous aider à développer cette idée que, y compris les circuits courts, n'est pas forcément... C'est une très bonne idée, mais les circuits courts, c'est bien gentil, mais il va falloir les bâtir. Avec quels moyens nous allons les bâtir? Quel est l'accompagnement en termes de personnes? On ne peut pas demander aux bénévoles de tout faire. Donc on a demandé au gouvernement de nous aider à mettre en place des structures salariées pour gérer des circuits courts, que ce soit d'ailleurs les CIVAM et autres avec lesquels vous travaillez, mais pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Donc on a un langage politique, il faut développer les circuits courts, et nous n'avons pas les moyens financiers. On ne peut pas continuer à demander aux bénévoles de se taillable et corvéable à la merci. Il y a quand même des limites. Il arrive un jour où il faut arrêter de se raconter des histoires. Donc c'est pour ça que j'apprécie d'autant que des entreprises comme Up acceptent d'y consacrer des ressources, et des ressources importantes. Mais objectivement, vous ne devriez pas être tout seul. Il faudrait que la puissance publique... Enfin, vous avez fait un parcours, tu me l'as raconté, Yassir, le parcours que vous avez fait pour arriver à monter votre opération. Enfin, c'est pas normal. Ou alors c'est une priorité ou c'est pas une priorité, l'alimentation digne et durable pour tout le monde. Ben, je dis clairement, aujourd'hui, ce n'est pas une priorité du monde politique. Mohamed Niabali, concernant Novedia et la ferme des possibles, quelles actions concrètes menez-vous? On vient d'entendre François Soulages exposer son point de vue. Vous, quelles actions concrètes menez-vous pour aller justement vers les populations les plus fragiles pour une alimentation saine et durable? Alors, si tu me permets, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, François. Moi, aujourd'hui, et du coup, je vais commencer par ma casquette de maire de l'île Saint-Denis. Je pense qu'elle est intéressante par rapport à ce que tu viens de dire. Moi, je dirige une ville de 8500 habitants, 85 nationalités, avec un revenu médian par ménage de 1200 €. Je dis bien par ménage. Voilà. Par ménage, et une famille sur 3 est une famille monoparentale. Le plus haut taux du département et donc de France métropolitaine. Voilà. Et chez moi, on est aujourd'hui à 90% de bio dans la restauration scolaire, 50% de végétariens, 100% des déchets alimentaires qui sont récupérés. Et accrochez-vous sur l'histoire parce qu'elle est juste mortelle. Je récupère 100% de mes déchets alimentaires pas très loin d'ici, sur la pointe nord de l'île, à Lillo. Je répare mes sols, je fais des fleurs, je rachète les fleurs, je marie les habitants avec les fleurs. Et donc du coup... tu as raison sur un truc, François, c'est la question de la volonté politique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est que notre politique agricole et notre politique sur l'alimentation sont liées à une grille de lecture qui est une grille de lecture d'économie de marché globalisée et mondialisée avec des spécialisations. Vous avez tous entendu parler, tout augmente à cause de l'Ukraine. Voilà. Donc du coup, pour moi, ce que je veux dire ici, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte du logiciel d'opposition macro-micro. Voilà. Je pense qu'on a très bien compris ce qu'est en train de faire le macro, et je pense qu'il faut construire des solutions micro robustes et faire changer le macro. C'est un peu comme ça qu'on porte le sujet. Et du coup, de manière très concrète, voilà ce qu'on essaye de faire à l'île Saint-Denis. Je vous ai parlé de ma restauration scolaire qui s'appelle La Cuisine du Bon Goût, qui est l'une de mes politiques publiques que j'exporte haut et fort. Voilà. Et à côté de cette politique publique d'alimentation, j'ai mis une grille de tarification. Les familles les plus modestes payent 10% du prix réel du produit. Les familles les plus aisées payent 50%. Et c'est ce que moi j'appelle le service public, avec une approche qui est comment je vais rendre acceptable envers toute ma population le fait que je leur dis mangez bio, mangez local, mangez durable, etc. Et en fait, je suis passé par un chemin tranquillement qui est celui de la santé. Aujourd'hui, ce que je dis aux gens, c'est que moi, mon sujet, c'est la santé des personnes, la santé de la société, la santé de la planète. Et à travers l'alimentation, je tricote comme ça, et je montre les incohérences au niveau national. Et là, j'ai un nouveau projet, celui dont François a parlé, qui est la création d'une épicerie biologique et solidaire à l'île Saint-Denis. Et ça m'a frappé. J'ai préempté un fonds de commerce d'un ancien Franprix en bas d'une cité, et j'ai les seigneurs de cette cité qui m'ont dit « Monsieur le maire, on n'ira pas dans votre supérette parce qu'elle est bio ». Je leur ai dit « Allez-y, laissez-moi une chance quand même, laissez-moi une chance. Qu'est-ce que vous voulez dedans? Qu'est-ce que vous voulez dedans ?» Et c'était intéressant par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure.
la question de l'intime, on est là-dedans. Et aujourd'hui, pour moi, l'un des sujets de la Seine-Saint-Denis dans toutes ces questions d'alimentation, c'est la question de la transformation de nos territoires, c'est la question de la mixité sociale, c'est la question de est-ce qu'on continue à se sentir chez soi. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de faire à travers la question de l'alimentation durable, c'est repartir sur racontez-nous comment vous cuisinez et qui vous êtes à travers l'alimentation durable pour essayer de construire du commun ensemble. Et donc, il y a non seulement l'acte d'achat, mais il y a aussi ce qui est lié à la sensibilisation, la formation, l'accompagnement, etc. Et tu l'as dit, Yasser, tout à l'heure, la notion d'engagement. C'est aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on retravaille la question de ce que tu as appelé aide alimentaire ou distribution alimentaire. Dans la notion d'aide alimentaire, il y a la question de on est quand même actif collectivement. Voilà. Et donc du coup, pour moi, que ce sera l'épicerie sociale que je fais à l'île Saint-Denis ou celle que je fais à la ferme des possibles, en termes de philosophie et d'ADN, c'est exactement la même chose. C'est comment je dis aux gens, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous dire quoi que ce soit, vous êtes chez vous, vous avez votre place dans la société, et aujourd'hui, c'est comment on construit quelque chose ensemble qui bénéficie aux gens et à la planète. C'est comme ça que je résume mon sujet. Sophie Aved, je reprends ce qu'évoquait Mohamed, à savoir ces populations qui ne veulent pas aller à l'épicerie bio parce que ce n'est pas forcément les produits qu'ils recherchent. Justement, vous, c'est quoi les bonnes pratiques pour essayer d'amener la population vers cette alimentation plus saine ? C'est effectivement pas facile, parce que globalement, faire changer les comportements, c'est toujours pareil, quel que soit le secteur, c'est pas le plus évident. En fait, dans l'accès à l'alimentation durable, on en a beaucoup parlé avec Up dans différentes réunions, on considère qu'il y a 3 étages. Il y a la question de déjà pouvoir manger, et je adhère totalement à tout ce que vous avez dit. C'est le premier étage de la fusée. Après, il y en a quand même 2 autres, effectivement, qui est de pouvoir manger sain pour soi, sain pour la planète. Et il y en a un dernier, et j'y tiens beaucoup, qui est manger sain en rémunérant justement ceux qui nous nourrissent. Donc je le dépose là, mais ça reste un enjeu. Quand on voit le revenu moyen d'un agriculteur, ça fait réfléchir beaucoup. Donc pouvoir manger et pouvoir manger sain, il y a la question donc, de pouvoir y accéder en termes de logistique, parce qu'effectivement les circuits courts sont encore beaucoup à inventer, à créer, et en termes financiers, mais je ne reviens pas sur ce que vous avez dit. Par contre, pour atteindre après, pour aller plus loin dans le manger sain, au-delà du pouvoir, il y a la question de comprendre. Comprendre pourquoi c'est important, savoir quels produits consommer, pourquoi éventuellement c'est pas le même prix. J'ai animé il y a pas très longtemps un panel citoyen sur différents sujets, dont la qualité de vie en Île-de-France, et il y a une dame qui a dit mais c'est pas normal que le bio soit plus cher, il y a moins de trucs dedans. C'est hyper intéressant en fait, comme façon de voir les choses. Donc en fait, c'est des sujets très compliqués. On nous bassine de carbone, on nous parle de biodiversité, on nous parle de problèmes de pesticides. En fait, pour décoder ça sans y avoir passé 48 heures, faut un petit peu inventer. Donc il y a cet enjeu de pouvoir, bien évidemment, mais de comprendre et de savoir quoi consommer. Et j'ai même pas encore parlé de nutrition là-dedans. Et enfin, il faut vouloir et adhérer à ces façons de faire, sans se sentir dépossédé de ce qu'on faisait avant. Et là, c'est pas évident de sortir de l'attrait de l'hyper transformé, de retrouver d'autres sensations, de nouveaux goûts. Je veux dire, quand vous regardez les prix en supermarché, tout le monde trouve normal de payer très cher un paquet de gâteaux dans lequel il n'y aura pas grand-chose, mais pas une barquette de framboises. Et là, je parle plus de revenus, en fait. Alors que si vous avez déjà cueilli des framboises, vous savez qu'il y a beaucoup de temps, même si, effectivement, techniquement, ça pousse quasiment sur des arbres. Et alors, justement, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, il y a des leviers que l'on peut activer ? Oui, en fait, il y a un enjeu pour amener les gens à arrêter de considérer ce qui est sain comme punitif et avoir du festif dans des choses qui sont en fait pas vraiment saines pour la santé. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des choses qui sont de l'ordre de ce que j'appellerais du raccourci, avec tout ce qui va être nudge, donc toutes ces petites hacks qui permettent de faire les bonnes choses aux personnes, mais éventuellement sans qu'elles aient forcément compris pourquoi elles le faisaient. Il y a malgré tout des choses à faire. Ça a sa logique, en fait, parce qu'on sait que les effets de routine sont beaucoup plus puissants que les injonctions. Ça va mieux marcher si jamais on vous encourage à manger des fruits au restaurant d'entreprise, à la cantine, parce que la salade de fruits maison, elle est joliment présentée, que de vous dire manger 5 fruits et légumes par jour. Donc, il y a des choses à inventer là-dessus. Un bar à salade avec beaucoup de choix, ça donne l'impression que la salade, elle est moins punitive que sinon. C'est comme ça, c'est des astuces qui ont des effets immédiats et qui ont des effets par la force de l'habitude également. Après, on a beaucoup parlé de dignité alimentaire. Et l'alimentation, c'est des choix qu'on fait
tous les jours, plusieurs fois par jour. Et là-dessus, vraiment, je pense qu'il ne faut rien lâcher du côté du fait que l'individu doit garder son autodétermination. Donc, alors après, bon, je ne rentrerai pas totalement dans le débat, on peut se demander si avec la publicité qui existe, on a vraiment une autodétermination de ce qu'on veut manger. Mais sinon, il faut plutôt amener les gens à se questionner et à voir ce qu'ils veulent, que ça soit de rentrer par la convivialité d'un repas partagé, par le plaisir gustatif de nouvelles choses, par la curiosité, on en reparlera après, mais je crois beaucoup à la curiosité en ces matières, par le fait de recréer du lien avec ceux qui nous nourrissent, parce qu'il y a un affect particulier quand vous avez aidé à planter les poireaux que vous mangez pendant l'hiver. Ou d'autres choses, en fait, on peut penser, et là-dessus on y a vraiment attaché chez Open Communities, on peut penser des expériences qui sont transformatrices. On peut penser des façons de faire éprouver des nouvelles choses où les gens vont rentrer en disant « c'est absolument dingue, j'ai cueilli pour la première fois un truc » ou alors « j'ai cuisiné un plat que j'avais jamais vu et c'était bon ». Découvrir que voilà, donc il y a plein de choses qui existent. Je pense au défi bas carbone de Stéphanie Nou, des choses comme ça qui sont extrêmement inspirantes sur le fait que ça peut passer par tout ça, d'aider l'individu à créer son propre questionnement, de se dire ce qu'il veut prioriser. Et en fait, pour accompagner ça, tous les acteurs que nous sommes dans la salle, on a des rôles à jouer. Qu'on soit acteur privé, qu'on soit acteur associatif, qu'on soit institutionnel, qu'on soit une collectivité territoriale. Le temps passe très vite et nous arrivons déjà au terme de cette table ronde, mais nos 4 intervenants restent à votre disposition pour que vous puissiez avoir des échanges plus personnels dans les minutes qui suivent. Je voudrais simplement vous poser une question à tous les 4, puisque vous êtes sensibilisés vous-même à titre personnel à cette alimentation durable et saine et pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Si vous aviez chacun d'entre vous un conseil à nous donner pour que nous puissions adhérer plus facilement à l'alimentation durable et pour faire en sorte qu'elle soit accessible à tous. Sophie, je commence par vous. Soyez curieux de ce que vous mangez, de savoir d'où ça vient, qui l'a produit, comment c'est produit, est-ce que c'est la saison. Là-dessus, je vous invite à rester après. J'ai un petit quiz pour voir si jamais je peux stimuler votre curiosité. La curiosité, donc François Soulages, un conseil personnel. Je retiens ce qu'a dit Sophie sur le festif. Peut-être que nous ne sommes précisément pas assez festifs. Votre coup de la salade de fruits, je trouve ça génial. Voilà, parce qu'il faut donner envie. Et peut-être qu'on ne donne pas assez envie, c'est dommage. Donc réfléchissons sur le thème tout en gardant un esprit de fête. Ah oui, tout à fait. Le festif me paraît en effet une donnée essentielle. Mohamed Diabali, un conseil ? J'allais dire un peu la même chose, il m'a piqué le truc. Moi, j'allais parler de plaisir. Voilà, je pense que la notion de plaisir, elle est importante. Et sinon, je peux le changer par la notion de santé aussi. Voilà, pour revenir. Je pense que, en fait, il y a un truc qui m'a vachement fait marrer, c'est... quand on devient parent, la question de la santé prend beaucoup de place. Et la question de l'alimentation rejaillit à la fois sur notre histoire et sur ce qu'on veut sur nos enfants. Et donc, je dirais qu'il y a peut-être un truc à jouer dans les missions parentalité des villes ou chez les assos à ce moment-là précis. Ok. Et Yassir Fishtali ? Eh bien, pour moi, ce sera le sens et de ne pas céder à la dictature de l'urgence. On y est confrontés tous en tant qu'entreprise, en tant qu'individu, en tant que salarié. Parfois, on n'a pas le choix, mais garder toujours une petite place pour percevoir le sens de ce qu'on fait au quotidien. L'alimentation durable, en l'occurrence, je pense, n'a pas vocation à être sacrifiée. Il faut le garder en tête, malgré ce contexte assez pesant auquel on est confronté. Donc, garder le sens des choses, c'est toujours un bon conseil pour moi. Nul doute que ces échanges vont résonner encore longtemps dans nos têtes. En tout cas, merci beaucoup à tous les 4 de votre présence. Merci à vous de votre attention et bonne fin de journée.